Alors je continue en cinétique de relaxation. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler ce qu'on avait vu avec les réactions du premier ordre comme ceci. On avait vu que quand on tient compte de la dynamique de ces deux réactions opérant à la fois, on trouve que la dynamique, l'équation cinétique pour ce système peut s'intégrer exactement quand on l'a réécrit en termes d'un degré d'avancement qui mesure l'état du système, ou plutôt les concentrations de A et B par rapport à leur valeur à l'équilibre. Alors, ce degré d'avancement par rapport à l'équilibre là, nous permet d'étudier la cinétique de l'évolution vers l'équilibre, et cette cinétique-là s'appelle cinétique de relaxation. Alors typiquement, pour le cas de n'importe quelle réaction, mais ce qui est donné ici est pour cette paire de réactions du premier ordre, il y a toujours un degré d'avancement par rapport à l'état d'équilibre qu'on peut définir, et qui est tel que la cinétique de relaxation décrite par cette variable-là est du premier ordre. C'est exactement du premier ordre dans le cas d'une paire de réactions du premier ordre comme ceci, mais vous allez voir tout à l'heure que pour les autres cas, c'est toujours du premier ordre dans une certaine approximation. Voilà. Alors, typiquement donc l'évolution des concentrations de A et B, ou bien des réactifs dans une paire de réactions inversables, tend toujours vers un plateau au temps très long, considéré comme T tendant vers l'infini, et ce plateau-là qui indique que les concentrations à temps suffisamment long ne varient plus avec le temps, deviennent constantes. Ces plateaux-là définissent les concentrations à l'équilibre des différentes espèces A et B dans le cas de cette paire de réactions du premier ordre-là. Et autre chose aussi que vous avez vu est que le rapport des deux constantes de vitesse pour la réaction directe sur la constante de vitesse de la réaction opposée est égal à la constante d'équilibre qui est donnée par le produit des concentrations, le produit à l'équilibre élevé à des puissances qui correspondent à leur coefficient stéchiométrique, divisé par le produit des concentrations des espèces réactives, dans ce cas-ci il n'y a qu'un seul, élevé à des puissances qui sont les coefficients stéchiométriques. Ici, comme il y en a un seul, il y a celui-là seulement, dont le coefficient stéchiométrique est égal à 1, on obtient ça. Toujours est-il que si on a une paire de réactions élémentaires, on a une relation remarquable entre les constantes de vitesse des deux étapes directes et opposées et la constante d'équilibre, qui est une propriété thermodynamique du système. Alors tout ça se généralise à n'importe quelle paire de réactions inversables. Pour le cas de réactions d'ordre 1, comme ceci, tout ça a été démontré exactement. Mais dans le cas d'une réaction, par exemple, d'ordre 2, d'une paire de réactions élémentaires d'ordre 2, A plus B,
qui donne C plus D avec retour possible de C plus D à A plus B avec des constantes de vitesse pour l'étape directe qui est désignée K+, et pour l'étape opposée désignée par K-. Et dans la mesure où ces deux réactions-là sont élémentaires, donc bimoléculaires pour chacune, on peut tout de suite écrire l'équation de vitesse pour la transformation de l'espèce A en appliquant les principes d'écriture qu'on avait appris au module précédent, n'est-ce pas? Donc, qui donne dérivée de la concentration de A par rapport au temps t est égal à moins K plus fois concentration de A fois concentration de B, plus K moins fois concentration de C fois concentration de D. Alors, si on introduit le degré d'avancement par rapport à l'équilibre, de sorte que la concentration instantanée de A qui est là est égale à la concentration de A à l'équilibre fois, je m'excuse, plus le degré d'avancement X, et de même la concentration de B au temps t est égale à la valeur de la concentration de B à l'équilibre plus X, ainsi de suite, et donc par la stéchiométrie de cette réaction, les concentrations d'un produit, c'est-à-dire d'espèces se trouvant tout à fait à droite, ici C et D seraient donnés par exemple pour C, ce serait concentration de C à l'équilibre moins X plutôt que plus X, et pareillement pour la concentration de D, voilà, qui est donnée par ce dernier terme ici. Donc, en introduisant ce X-là, qui est le degré d'avancement mesuré par rapport à l'état d'équilibre, voyez-vous, c'est la concentration de A relatif à la valeur à l'équilibre, concentration de B relative à sa valeur à l'équilibre, ainsi de suite. Alors, en termes de cette variable X, degré d'avancement mesuré par rapport à l'état d'équilibre, en développant cette équation de vitesse, donc l'équation de vitesse pour A devient d'abord ceci, dA dt, ce n'est rien d'autre que dx dt, ensuite moins K plus fois concentration de A qui est ça, concentration de B qui est ça, ainsi de suite, et en développant ça, vous avez un produit de quelque chose constante plus X fois B à l'équilibre plus X, donc ça donne une forme quadratique en X là. Ça aussi, ça donne une quadratique en X, c'est-à-dire que le développement de tout ça va donner une forme quadratique en X, ce qui veut dire que ça vient avec une puissance 2 de X d'abord. Donc il y a un terme en X au carré, le voici. Puis il y a des termes en X seulement, et puis il y a des termes constants qui sont là. Alors analysons un peu ces termes-là, sans entrer dans les détails du développement que vous pouvez vérifier vous-même. Alors, les termes constants d'abord, ces deux termes constants représentent exactement le membre de droite de cette équation, mais évalué à l'état d'équilibre, c'est-à-dire au temps t infini. Or, vous savez que à ce temps-là, c'est-à-dire quand le système avait atteint l'équilibre, ça c'est égal à 0, parce que à l'équilibre, les concentrations ne varient plus en fonction du temps. La dérivée devient 0, donc ça c'est égal à 0. Là c'est écrit ici, le degré d'avancement x tend à une dérivée qui tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Ça devient nul à t infini.
Et ça représente précisément ce terme-là. Donc, on peut enlever les termes constantes pour obtenir ceci. Puis, ensuite, on noterait ceci. Que si on suppose que, initialement, le système était très proche de l'état d'équilibre, donc l'état initial du système était l'état d'équilibre très légèrement perturbé, alors dans ce cas-là, le degré d'avancement x à tout temps va être bien plus faible que les valeurs des concentrations d'équilibre des différentes espèces, A, B, C, D, ainsi de suite. Ce qui fait que ça représente une quantité très faible, n'est-ce pas? Et donc le carré, le terme d'ordre supérieur, x au carré, serait bien plus faible que le terme linéaire venant avec une première puissance de x ici. La seconde puissance, x au carré, est bien plus faible que x à la 1. Donc tous ces termes-là, venant avec des puissances supérieures de x supérieures à 1, peuvent être négligés. Alors si on néglige ça, effectivement, l'équation de vitesse deviendrait une équation de vitesse d'ordre 1, n'est-ce pas, en x. Et c'est précisément ça l'idée. En négligeant donc les termes d'ordre x au carré dans le développement de l'équation de vitesse pour A exprimé en termes du degré d'avancement par rapport à l'équilibre x. Et ça s'est justifié tant et autant que x représente un état très proche de l'équilibre, obtenu de l'équilibre par une légère perturbation. On met le système légèrement hors d'équilibre et puis on regarde comment le système retourne à l'équilibre. Alors dans ce cas-là, le x est faible et les termes d'ordre x au carré, ici, peuvent être négligés vis-à-vis du terme linéaire et on se retrouve avec une équation de vitesse approchée, certes, mais d'ordre 1 pour x et qui dit que la cinétique de relaxation décrite par ce x-là va être approximativement du premier ordre, avec une constante de vitesse effective qui est définie par cette combinaison des deux constantes de vitesse k plus et k moins, pondérées par des facteurs dépendant des valeurs à l'équilibre des différentes concentrations. Ici, c'est de cette forme-là, pour spécifiquement ce cas-là de ces deux réactions bimoléculaires dans le sens direct comme dans le sens opposé. Une autre chose que l'on avait vue tout à l'heure dans la diapositive récapitulative du cas de réaction d'ordre 1, c'est la relation entre les constantes de vitesse et la constante d'équilibre. Alors, est-ce que ça tient aussi dans ce cas-ci? Eh bien oui. Parce que, à l'équilibre, voyez-vous, cette dérivée de la concentration de A par rapport au temps est nulle, n'est-ce pas? Rappelez-vous que c'est la limite de cette dérivée quand t tend vers l'infini, là quand les concentrations deviennent stationnaires. Et comme la concentration de A est stationnaire dans cette limite-là,
c'est une constante, en d'autres termes, qui est la valeur à l'équilibre de la concentration de A. Donc sa dérivée par rapport au temps est nulle. Alors en mettant ça égal à 0, avec les concentrations instantanées remplacées par les concentrations à l'équilibre, vous obtenez moins K plus fois le produit des deux concentrations de A et de B à l'équilibre, plus K moins fois le produit des concentrations de C et D à l'équilibre. Le tout égal à 0. Donc, en amenant ce terme-là de l'autre côté, en réarrangeant, on obtient finalement que le rapport K plus divisé par K moins, K plus sur K moins, est toujours, et encore une fois, égal à ceci. En haut, vous avez le produit des concentrations de C et D à l'équilibre, chacune élevée à une première puissance correspondant au coefficient stéchiométrique de C et D dans l'écriture de cette paire-là, divisé par, en bas, le produit des concentrations à l'équilibre de A et de B, chacune élevée à une puissance qui est aussi 1, c'est-à-dire égaux au coefficient stéchiométrique respectif de A et B. Ce qui est en plein la définition de la constante d'équilibre pour cet équilibre-là. Alors encore une fois, on a une relation remarquable, car c'est une relation remarquable dans la mesure où ça relie des propriétés, des attributs cinétiques que sont les constantes de vitesse K plus et K moins, et un attribut thermodynamique du système réactionnel, qu'est la constante d'équilibre. Puisque cette constante d'équilibre est reliée au delta G standard de cette réaction-là. Alors, résumons un peu ça. Donc, on a trouvé que K équilibre est égal à K plus K moins pour les deux exemples. Tout d'abord, l'exemple de la paire de réactions du premier ordre du module précédent et l'exemple qu'on vient de voir pour cette paire de réactions bimoléculaires. Voilà, que on a K équilibre égale à K plus sur K moins. C'est une relation que j'avais dit, que j'avais qualifiée tout à l'heure de remarquable, n'est-ce pas? Alors, il se trouve que cette relation remarquable entre le rapport des constantes de vitesse des deux étapes directes et opposées et la constante d'équilibre est toujours vraie tant et autant que les deux réactions composant la paire de réactions inversables sont des réactions élémentaires. Donc, à chaque fois que vous voyez des réactions élémentaires dans ce genre d'équilibre, vous pouvez être sûr que on a toujours K équilibre égale à K plus K moins. Et ça découle de la condition d'équilibre, au fond, qui dit que à l'équilibre, rien de plus ne change, les concentrations deviennent stationnaires, et ça veut dire que la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction opposée. On a égalité de ces vitesses de réaction directe et opposée dans cette limite t tendant vers l'infini ou bien à l'équilibre. Et cette relation est une relation importante et remarquable parce qu'elle relie une propriété thermodynamique, K équilibre. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est relié au delta G standard de la réaction et des propriétés cinétiques K plus K moins, les constantes de vitesse des deux étapes directes et opposées composant la paire
ou bien composant l'équilibre, quoi. Alors, est-ce que c'est vrai pour qu'un quelque chose comme ceci, que vous avez vu à un moment donné, réaction de décomposition de NH4+, en NH3 plus H+, avec des constantes de vitesse K+, et K-, et que ces deux étapes directes et opposées se comportent comme des réactions élémentaires, dont on va les considérer élémentaires. Et cette réaction-là est du type A donne B plus C. Voilà, donc on va remplacer NH4+, NH3, H+, par A, B, C, respectivement. Et comme toujours, on doit commencer à écrire l'équation de vitesse pour les différentes espèces. Et les concentrations des différentes espèces sont tous reliées ensemble par un même degré d'avancement. Donc on peut se limiter à juste une équation. Prenons celle pour l'espèce A, que voici par exemple. Alors, par la règle de constitution de cette composition de cette vitesse de transformation de A qu'on avait vu au module précédent, ça c'est égal à moins K plus fois concentration de A, et ça représente la vitesse de consommation de A dans l'étape directe dont il est le réactif, n'est-ce pas, plus K moins fois concentration de B fois concentration de C, et ça représente la vitesse de formation de A à partir de B et C dans cette réaction opposée. Voilà. Encore une fois, si on introduit un degré d'avancement par rapport à l'équilibre comme ceci, qui fait que la concentration de A est égale à X plus la valeur à l'équilibre de la concentration de A, et la concentration de B, tenez, j'ai fait une erreur ici, laissez-moi corriger ça, donc avec un crayon, la concentration de B doit être comme la concentration de C, parce que ça apparaît de ce côté-là, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, je sais pas où est-ce que je peux cliquer par ça, aller chercher un crayon, et j'espère que ça écrit oui. Alors, je vais devoir, voilà, mettre un plus ici, et un moins ici, hein, comme pour C là. De sorte que la concentration de B au temps T serait égale à sa valeur à l'équilibre moins X. Pareillement, la concentration de C que vous envoyez de l'autre bord avec X qui va être mis de ce côté-là, ça fait concentration de C égale à sa valeur à l'équilibre moins X. Alors, on met toutes ces expressions-là dans la concentration de A, concentration de B, concentration de C, on développe l'équation quadratique ainsi obtenue, on obtient ceci, avec toujours trois termes. Un terme constant, qui est toujours nul, parce que ce terme constant est exactement la même chose que ça, il manque un signe moins ici, là. Voilà. Ce terme constant a exactement la même forme que le second membre de cette équation, et donc ça représente la vitesse de transformation de A à l'équilibre. Cette vitesse est nulle, parce qu'on parle d'équilibre. Puis il y a un terme d'ordre x au carré, d'ordre 2 en x, un seul, voilà, qui vient du produit B fois C, et ce terme-là serait négligeable dans la mesure où l'on se met dans les hypothèses d'une expérience de cinétique de relaxation dans laquelle typiquement
on part toujours des conditions initiales qui représentent l'état d'équilibre légèrement perturbé. Donc, on partait de l'état d'équilibre, le perturbe très légèrement, donc on met le système très légèrement hors d'équilibre, et puis on regarde comment le système retourne à l'équilibre en suivant l'évolution de ce X-là. Donc ce X est très faible vis-à-vis des concentrations et de l'équilibre des différentes espèces, et ça justifie qu'on néglige ce terme en X carré vis-à-vis du terme restant qui est d'ordre 1 en X, et qui fait que, encore une fois, la cinétique de relaxation du système décrit par l'évolution temporelle de ce degré d'avancement X est du premier ordre en X avec constante de vitesse K effective ici, qui est une combinaison des constantes de vitesse K plus et K moins avec des coefficients qui dépendent des concentrations, des valeurs à l'équilibre des concentrations des différentes espèces. Vous voyez ici qu'il n'y a que du B et du C, concentration de B et de C à l'équilibre qui apparaissent dans cette formule pour la constante de vitesse effective pour ce cas-là. Tandis que dans le cas précédent, dans ce cas-là, n'est-ce pas, d'une paire de réactions bimoléculaire, la constante de vitesse effective dépend de toutes les concentrations à l'équilibre de tous les espèces là. Alors, où est-on rendu? On est rendu là. Ça, c'est juste pour vous donner un second exemple de réaction autre que les réactions du premier ordre. Voilà. Et en fait, tout ça se généralise. Donc, si on considère une réaction quelconque, avec réactif A et B, coefficient stéchiométrique nu A nu B, et produit C et D avec coefficient stéchiométrique nu C nu D, et que même, on peut considérer même le cas où les deux réactions directes et opposées ne sont même pas nécessairement élémentaires, donc peuvent venir avec des ordres partiels mu A et mu B qui ne sont pas nécessairement égaux au coefficient stéchiométrique nu A nu B. Ce qu'on aurait si ces deux réactions sont élémentaires, mais dans le cas non élémentaire, on devrait écrire mu A mu B, n'est-ce pas? Alors, cette analyse continue à être applicable jusqu'à cette conclusion que la cinétique de relaxation décrite par la variable x qui est un degré d'avancement mesuré par rapport à l'état d'équilibre, comme c'est défini par ces quatre expressions-là, et que si ce degré d'avancement x est à tout temps bien plus faible que les concentrations à l'équilibre des différentes espèces, ce qui serait le cas si on partait d'un état initial qui représente un écart très faible de l'état d'équilibre du système à une température donnée, eh bien, cette équation de vitesse pour que la concentration de A, bien composée en utilisant les lois de vitesse des deux réactions directes et opposées comme on avait appris au module précédent, exprimée en termes de x, peut être limitée juste aux termes linéaires en x, parce que les termes d'ordre supérieur qui peuvent être du x au carré, ça peut contenir des termes en x au cube, ou bien même d'ordre plus élevé que d'ordre 3 ici, là. Mais toujours est-il que toutes ces puissances supérieures de la variable x seraient négligeables vis-à-vis du terme linéaire, dans la mesure où on se met dans ces conditions opératoire typique
d'une expérience de cinétique de relaxation. Voilà. Et la cinétique de relaxation décrite par l'évolution de ce X-là, ce degré d'avancement par rapport à l'équilibre, est toujours du premier ordre. Approximativement, certes, parce qu'on avait négligé ça. N'est-ce pas? Mais dans ces conditions-là, ça se réduit à quelque chose du premier ordre par rapport à X, avec une certaine constante de vitesse effective qui dépend généralement qui est une combinaison linéaire des constantes de vitesse de l'étape directe, appelée KD ici, et de la constante de vitesse de l'étape opposée, avec coefficient qui dépend des concentrations à l'équilibre de différentes espèces. Voilà. Alors, voilà. Seulement, pour qu'une réaction comme ça, tout à fait générale, si le message que la cinétique de relaxation peut toujours réduire à une cinétique du premier ordre, par contre, la conclusion que l'on a une relation entre le rapport de constante de vitesse KD et KR et la constante d'équilibre n'est pas nécessairement assurée, voilà, laissez-moi le dire comme ça, que ce n'est pas nécessairement assuré pour une réaction non élémentaire. Pour des réactions élémentaires, c'est certain que c'est assuré, comme j'avais écrit tout à l'heure, j'avais dit tout à l'heure, mais dans le cas d'une paire de réactions non élémentaires, comme c'est suggéré ici, alors ce n'est pas nécessairement vrai, et on doit procéder au cas par cas. Mais ça, je vous le dis juste pour vous signaler que donc ce n'est pas garanti toujours cette relation-là, mais dans la mesure où l'on ne considère que des équilibres entre réactions élémentaires, eh bien on n'a pas à s'en soucier. Ce serait toujours vrai. Voilà. Donc, la cinétique de relaxation serait toujours approximativement du premier ordre pour une paire de réactions directes et opposées quelconques, pas nécessairement élémentaires, et l'approximation venait du fait que on avait négligé des termes d'ordre supérieur en X, avec X le degré d'avancement mesuré par par rapport à l'état d'équilibre, c'est ça que je voulais dire, et qui serait justifié dans la mesure où l'on a le système qui partait d'un état très proche de l'état d'équilibre. Donc, la cinétique de relaxation est toujours du premier ordre. C'est exactement du premier ordre pour le cas d'une paire de réactions du premier ordre, comme on avait vu au début, mais dans tous les autres cas, c'est approximativement du premier ordre. Alors, ça s'intègre toujours pour donner une loi de décroissance exponentielle du degré d'avancement x dans le temps en partant de sa valeur initiale qui représente un état du système qu'on avait mis très légèrement hors d'équilibre là, et ce retour à l'équilibre décrit par l'évolution de ce x là dans le temps est exponentielle, suit une loi exponentielle avec constante de vitesse k effective. Alors, on peut définir un temps qui ressemble à un temps de demi-réaction, mais en cinétique de relaxation, on le définit plutôt comme ceci.
au lieu d'avoir un ln de 2 divisé par K effectif, qui dans ce cas-là correspondrait à un temps de demi-réaction, définit tout simplement l'inverse de la constante de vitesse effective comme étant le temps de relaxation. K effectif est une constante de vitesse du premier ordre, donc ça a des dimensions de l'inverse d'un temps, donc son inverse a les dimensions d'un temps. Et ce temps-là est appelé temps de relaxation. Et les données cinétiques de relaxation sont toujours données en termes de temps de relaxation. Alors si on revient aux exemples qu'on avait vus tout à l'heure, là, premier exemple, réaction du premier ordre, on avait vu que la constante de vitesse K effective est K plus K moins, donc le temps de relaxation, dans ce cas-là, est tout simplement l'inverse de cette somme des deux constantes de vitesse, K plus et K moins. Pour que la paire de réactions bimoléculaires A plus B donne C plus D, eh bien, la constante de vitesse effective qu'on avait trouvée tout à l'heure, c'est cette combinaison des deux constantes de vitesse K plus et K moins, avec coefficients qui dépendent des concentrations à l'équilibre de A, B, C, D, comme ceci, et donc, c'est l'inverse de ça qui définit le temps de relaxation. Pour l'équilibre qu'on avait vu tout à l'heure, entre une réaction du premier ordre unimoléculaire, A donne B plus C, et la réaction opposée bimoléculaire, B plus C donne A, on avait trouvé tout à l'heure que la constante de vitesse effective est égale à K plus K moins fois la somme des concentrations à l'équilibre de B et C. Donc c'est l'inverse de ça, de cette constante de vitesse effective, qui est le temps de relaxation. Ma dernière diapositive vous donne une idée, ou bien plutôt un exemple d'expérience typique de cinétique de relaxation. Alors, imaginez que vous avez préparé votre système réactionnel, différentes espèces impliquant dans l'équilibre à une température T1 et que vous laissez le système se placer dans l'état d'équilibre défini à cette température-là. Donc, les concentrations, la concentration ici c'est celle de A par exemple, donc les concentrations sont représentées par ce point-là, par cette horizontale-là. Alors on imagine maintenant qu'à un certain temps, ce temps-là, on fait passer la température de T1 à T2, mais ça aurait pu être une variation de la pression aussi. On fait passer la pression de P1 à P2 en maintenant la température constante par exemple, ou bien c'est plutôt la température qu'on fait subitement passer de T1 à T2, et T2 est assez proche de T1. Donc on soumet le système à un saut de température de T1 à T2. Or, vous savez que la position de l'équilibre dépend de la température, parce que l'équilibre est régi par la condition que delta G est égal à 0, et delta G est égal à delta G de standard de réaction, plus RT ln de K, et quand ça c'est à l'équilibre, on a ça égale à 0, donc on a K, qui est la constante d'équilibre, ln de K, qui dépend donc de la température. Donc quand la température change, la constante d'équilibre change de valeur, donc la position d'équilibre change.
ça passe de cette position à Sensei. Quand on soumet le système subitement à une élévation de température de T1 à T2. Et donc, ça, c'est le nouvel état d'équilibre. Et si cette élévation de température est très soudaine, donc on partait de cette concentration, soudainement, on soumet le système à un saut de température, donc à ce moment-là, c'est comme si on partait de ça comme condition initiale. La condition initiale, c'est la condition, l'équilibre à l'ancienne température, n'est-ce pas? Et la relaxation, c'est la tendance du système d'aller au nouvel état d'équilibre défini à la nouvelle température. Et ça, c'est la relaxation. La cinétique de relaxation est du premier ordre, c'est-à-dire que ceci, exprimé en termes du X tout à l'heure, ça c'est exprimé en termes de la concentration de A là, mais exprimé en termes de X, c'est une décroissance exponentielle ça. Voilà.